Marc Ferracci, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On va parler économie. Je voudrais juste vous faire réagir à cette nouvelle. Une lettre envoyée par Christian Estrosi à Elisabeth Borne. Il dénonce à Nice, dans des classes de CM1 et CM2, des prières musulmanes, notamment organisées dans la cour de l'établissement, et des minutes de silence en mémoire du prophète Mahomet. Ces atteintes à la laïcité, beaucoup de faits remontent, ça vous inquiète ? Ça me préoccupe, oui. Ça me préoccupe. J'avoue que j'ai pas le détail des faits qui sont sous-jacents à cette lettre, mais on s'inscrit un petit peu dans le prolongement de l'affaire des abayas. On s'inscrit dans le prolongement d'un certain nombre de faits qui traversent l'éducation nationale depuis un certain nombre d'années déjà. Je pense qu'on a besoin d'avoir une parole forte. Je pense que le ministre et le gouvernement ont une parole forte sur le sujet, mais à un moment ou à un autre, ce qui remonte du terrain a besoin d'être pris en compte de la manière la plus rapide qui soit, et on a surtout besoin de soutien quand on est dans le corps enseignant, quand on est dans les équipes éducatives. On est démunis, quoi. On a des lois parfois un peu floues. Les proviseurs, les directeurs d'établissement, je le sais, j'en ai quelques-uns autour de moi, n'ont pas toujours les éléments pour réagir à ce genre de choses, et je pense que c'est d'abord ce qu'on leur doit. Ce n'est pas sans lien, ça pèse cela sur le débat sur l'immigration, sur la loi immigration qui est en gestation. Elisabeth Borne maintient sa volonté de faire voter cette loi. Les LR semblent camper sur leur position. On peut sortir de ce dialogue de sourds ? C'est compliqué parce que vous le savez, les Républicains de l'Assemblée et du Sénat, avec Éric Ciotti au milieu qui est le responsable du parti, ont posé sur la table il y a déjà plusieurs semaines deux propositions, l'une de révision de la Constitution, l'autre une loi ordinaire, qui sont des propositions qui sont très très difficiles à accepter, en particulier la révision de la Constitution, parce que pour aller très très vite, elle aboutirait à remettre en cause nos engagements européens, et en particulier nos engagements européens au regard de la maîtrise des flux migratoires et des principes qui sont attachés au respect des droits humains dans la protection, dans la régulation de ces flux. Donc c'est évidemment quelque chose qui s'inscrit dans on va dire une tactique politique de rapport de force. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que à la base, nous avons un projet de loi qui est sur la table depuis un certain nombre de mois, qui a été examiné en commission des lois au Sénat, dont l'examen s'est arrêté, et qui est un projet de loi équilibré, avec des mesures sur ce que l'on appelle le volet régalien, c'est-à-dire la régulation des flux, les procédures d'expulsion, comment est-ce qu'on accélère l'exécution de ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, mais aussi des mesures de régulation sur le regroupement familial, des exigences sur la maîtrise du français, bref. Ce volet régalien, moi je l'assume très bien, la majorité l'assume très bien. Et puis un volet économique. Et il y a un volet qu'on va appeler l'intégration par le travail. Certains parlent de jambe droite pour le volet régalien, de jambe gauche pour le volet intégration par le travail. Et moi, j'y suis également très attaché. Et dans ce volet intégration par le travail, il y a une mesure qui cristallise un petit peu toutes les dissensions entre la majorité et les Républicains. C'est l'introduction d'un titre de séjour pour les gens qui travaillent dans des métiers en tension. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont déjà sur le territoire français, qui se sont intégrés, qui ont une fiche de paye la plupart du temps, qui payent leurs impôts, et qui ont vu leur titre de séjour la plupart du temps arriver à expiration. Et ces personnes, dans un certain nombre de filières et auprès d'un certain nombre d'employeurs, eh bien, sont dans l'insécurité juridique, de la même manière que les employeurs aussi sont dans l'insécurité juridique. Puisqu'ils deviennent employeurs au noir. Embaucher des gens qui n'ont pas de titre de séjour, ça n'est pas permis par la loi. Et on a besoin de clarifier cette situation. Alors vous proposez un permis de séjour à points, inspiré du Canada, c'est quoi ? Il faut distinguer les choses. Le titre de séjour métier en tension, ça s'adresse aux gens qui sont déjà là. Ce que nous proposons avec d'autres de mes collègues députés, ça s'adresse aux gens qui viendraient demain, donc le flux des futurs arrivants, et ça s'est focalisé sur l'immigration qualifiée. On fait le diagnostic que, aujourd'hui, la représentation de l'opinion publique vis-à-vis de l'immigration est une représentation négative. Et une des raisons, peut-être la principale, c'est qu'on a une immigration, quand on la compare à d'autres pays, qui est moins qualifiée qu'ailleurs. Et c'est vrai que ça alimente un certain nombre de visions, de critiques. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire valoir les bénéfices d'une immigration plus qualifiée. L'Allemagne vient de se doter d'une politique extrêmement volontariste en matière d'attraction de l'immigration qualifiée. Ils ont d'ailleurs mis en place un permis à points. Aujourd'hui, on a un système, pour aller très vite, qui est assez compliqué pour faire venir des talents. Il y a d'ailleurs un dispositif qui s'appelle Passeport Talent, mais qui se décline en beaucoup de cas, et je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est assez peu transparent. On veut substituer à ce dispositif un dispositif beaucoup plus simple, dans lequel, si vous cochez des cases, un niveau de diplôme, un niveau de maîtrise de la langue, vous avez des points.
Et si vous atteignez un certain seuil, on vous donne un titre de séjour. Ça a le mérite d'être clair, d'être transparent et donc d'être attractif pour les gens qui, avec des compétences, voudraient nous rejoindre. Mais c'est une question différente de la question du titre de séjour métier en tension. Un autre point qui bloque, c'est l'aide médicale d'État. Quelle est votre position? Qu'est-ce qui se fait en Suisse? On a un système trop attractif en France? On a un système qui, aujourd'hui, essaye de préserver un équilibre entre l'humanité, la politique sanitaire et en même temps la régulation des flux pour éviter effectivement cette dimension peut-être trop attractive. Moi, ma position, elle est très claire. On doit aux gens qui sont sur notre territoire, pour des raisons d'abord de politique sanitaire, un accompagnement médical. Quelqu'un qui est porteur d'une maladie, qui est susceptible de propager une épidémie, il est évident que vous devez lui donner un accès rapide aux services de santé. C'est l'intérêt collectif. Aux services de santé, c'est l'intérêt collectif. Donc je pense qu'il faut pas perdre de vue cet aspect-là. Ensuite, qu'il y ait un débat sur le périmètre, sur ce qu'on appelle le panier de biens médicaux qui est attaché à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, moi j'ai pas de problème avec ça, mais encore une fois, je pense qu'il faut ne pas aller trop loin, et la suppression pure et simple de l'aide médicale d'État n'est certainement pas une bonne solution. Vous allez aussi déposer une proposition de loi contre la discrimination à l'embauche. Ça concerne souvent des enfants issus de l'immigration, le logement, etc. Qu'est-ce qu'elle comportera? Des sanctions contre les employeurs ou les bailleurs qui auront triché? Alors les sanctions en réalité elles existent déjà, puisque les discriminations, quel que soit d'ailleurs leur motif, ça peut être l'origine, ça peut être la couleur de peau, ça peut être l'orientation sexuelle, l'adresse, des gens sont discriminés parce qu'ils habitent dans tel ou tel quartier, ça existe déjà. Ce qui est problématique, c'est que on a un arsenal juridique qui, au fond, n'est pas beaucoup appliqué et qui produit assez peu d'effets. Les études nous montrent qu'il y a toujours beaucoup de discrimination en France sur tout un tas de registres. Ça peut être l'âge aussi, d'ailleurs. Dans le cadre de la réforme des retraites, on sait que les seniors ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi. Ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en œuvre un engagement qui est dans le programme du président de la République, qui est de multiplier les testings en matière de discrimination. Testings qui peuvent être des testings statistiques, ça consiste à envoyer beaucoup, par exemple, de CV fictifs à des entreprises, qui permettent de déceler la réponse de l'entreprise à deux CV parfaitement identiques, dont l'un est, par exemple, muni d'un patronyme étranger ou à consonance étrangère, et l'autre un patronyme à consonance française. Évidemment, la différence nous permet de voir s'il y a une démarche, peut-être pas une démarche d'ailleurs, mais un réflexe, un comportement. Un réflexe, exactement. Parfois, c'est parfois inconscient. Ça, c'est le volet statistique. Et pour répondre à votre question, quelle est la conséquence de ça, ou quelle serait la conséquence de cela? Eh bien, c'est la publication, ce qu'on appelle le name and shame, qui, pour les entreprises, est quelque chose qui peut être assez brutal. Et c'est parce que c'est potentiellement assez brutal qu'avec cette proposition de loi, je souhaite encadrer cela dans un processus de dialogue avec les entreprises, avec les parties prenantes. Pour qu'elles s'améliorent, exactement, mais en ne perdant pas de vue cette épée de Damoclès qui est la publication des résultats. Puis, l'État ferait ce que fait en fait SOS Racisme et d'autres associations. Oui, alors SOS Racisme et d'autres associations font une autre forme de testing que l'on veut également développer, que sont les tests individuels. Les tests statistiques, on ne peut pas s'en servir pour aller en justice, parce que finalement, ce sont des CV fictifs qui sont envoyés, il n'y a pas de préjudice. En revanche, il y a des tests individuels. Si vous avez le sentiment d'être discriminé dans l'accès à un emploi, à un logement, vous pouvez envoyer un autre CV très similaire au vôtre, et si l'employeur répond différemment, là, vous pouvez, avec cette preuve-là, aller devant un juge. C'est un test individuel de discrimination que nous souhaitons également développer. Autre dispositif économique, le partage de la valeur qui devrait être voté à la fin du mois. Est-ce que vous prenez de copier-coller l'accord des syndicats? On n'y touche pas? Copier-coller, c'est un tout petit peu excessif, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va transposer très fidèlement cet accord. Je veux juste rappeler peut-être deux mesures très importantes. On va étendre la participation aux entreprises de 11 à 50 salariés. Aujourd'hui, elle concerne la participation des entreprises de plus de 50 salariés. Et on va également mieux prendre en compte les bénéfices exceptionnels que font les entreprises. Quand il y aura des bénéfices exceptionnels, eh bien les entreprises devront verser plus de participation, plus d'intéressement ou plus de primes de partage de la valeur. Après, il y a d'autres mesures, mais on va dire que c'est les deux plus importantes. Il y aura une majorité sur ce texte. Je pense qu'il y aura une majorité pour une raison assez simple. D'abord parce que c'est favorable évidemment aux salariés, aux Français, mais aussi parce que c'est la transposition d'un accord entre les partenaires sociaux. Et cet accord entre les partenaires sociaux, il nous permet aussi de montrer qu'on fait confiance au dialogue social, et qu'on fait confiance au dialogue social interprofessionnel. On nous a souvent accusé, ce gouvernement, cette majorité, de mon point de vue, de manière assez un peu à tort, de contourner les partenaires sociaux. Il se trouve que là,
avec cet accord que l'on va transposer dans la loi, on leur redonne la main sur le partage de la valeur. Et donc, on va transposer très fidèlement l'accord. Et puis, il y a d'autres négociations sur d'autres sujets. L'emploi des seniors, mesures justement, professionnelles. vous serez sans doute rapporteur de la loi travail. Est-ce qu'il ne faut pas renvoyer aux partenaires sociaux le contenu de cette loi? Mettez-vous d'accord et... Alors, il y a deux choses. La loi travail, ou la loi plein emploi, puisque c'est la dénomination que lui a donnée le gouvernement, c'est une loi un petit peu régalienne, puisqu'elle concerne France Travail, le service public de l'emploi. Elle concerne les bénéficiaires du RSA et leur accompagnement. Ça, c'est plutôt du ressort de l'État que des partenaires sociaux. En revanche, il y a une autre loi qui va venir plus tard, plutôt début 2024, qui, elle, va s'appeler la loi travail, sans doute, qui va transposer, très probablement, un certain nombre d'accords qui auront été négociés par les partenaires sociaux sur l'emploi des seniors, sur l'usure professionnelle, sur quelque chose qui est très important, qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment est-ce que vous articulez votre temps personnel et votre temps professionnel. J'écoutais votre chronique tout à l'heure. Comment, au fond, on trouve du temps pour aller fêter son anniversaire de mariage sous les tropiques. Vous pouvez épargner du temps quand vous avez un compte épargne-temps, mais ça concerne pas tous les salariés. Vous pouvez pas l'emmener d'une entreprise à l'autre. Le compte épargne-temps universel, c'est une réponse à ça, meilleure articulation des temps personnels et professionnels, ça fera l'objet d'une négociation. Tout ça va se retrouver dans la loi, mais c'est une autre loi, c'est pas la loi qui arrive au Parlement dans quelques jours. Sur le RSA, l'emploi continue à plutôt mieux se porter. Est-ce qu'il faut durcir encore les conditions d'accès au RSA? Si on est lucide, on doit constater, que les choses se sont beaucoup améliorées depuis 2017. On a créé 1 700 000 emplois. Le chômage est passé de 9,5 à 7,1 aujourd'hui. Mais on a toujours 7,1% de chômage. Je vous l'ai dit, je suis député des Français de Suisse. En Suisse, le taux de chômage, c'est 2%. Dans d'autres pays, c'est 3 à 4%. Donc, on a encore des progrès à faire. Et plus le taux de chômage baisse, plus la population des gens qui sont au chômage est constituée de gens qui sont très loin de l'emploi, qui ont des difficultés beaucoup plus lourdes. Ça peut être des difficultés en termes de qualification, en termes de ce que l'on appelle les freins périphériques. Vous avez un problème de garde d'enfants, vous avez un problème de mobilité, vous avez un problème de logement, de santé, de surendettement. Avant même de commencer à chercher un boulot, il faut commencer à régler ce problème. France Travail, et ce que l'on veut faire avec les bénéficiaires du RSA, c'est un meilleur accompagnement, un meilleur dialogue entre tous les acteurs, les collectivités locales, France Travail, les missions locales qui s'occupent des jeunes sur le terrain, pour avoir une approche très personnalisée des problèmes. Et commencer, pour les bénéficiaires du RSA, à leur proposer 15 à 20 heures d'activité par semaine, qui sont non pas du travail gratuit, comme on le lit parfois, mais qui sont des activités en lien avec l'insertion professionnelle. Ça peut être apprendre à rédiger un CV, ça peut être faire une formation, ça peut être toute autre chose. Marc Ferracci, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs, on retiendra, il faut faire valoir une immigration plus qualifiée. Christophe, on vous retrouve lundi. À lundi. Bon week-end. Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur le